Bonjour, Jérôme Marchand, bienvenue au My Showcase. Bonjour à toi Jérôme, merci d'être présent parmi nous donc au My Showcase, le lieu dédié à la lutherie à Paris. À Paris. Donc on est très heureux de te recevoir pour pouvoir faire connaissance avec toi et puis découvrir la nature et le détail du travail que tu nous as apporté. Donc on a à l'écran 6 instruments différents. Il y en a quelques autres qui ne sont pas à l'écran, mais donc tu vas pouvoir nous présenter un certain nombre de ces instruments plus en détail un peu plus loin dans l'interview. Mais avant d'aller vers cette présentation, on aimerait profiter de cet entretien pour mieux comprendre qui tu es, quelles sont tes origines dans la musique, dans la guitare, et puis finalement pourquoi tu es devenu luthier. Et donc c'est très intéressant de comprendre quel est le cheminement à la fois professionnel et intellectuel. Donc déjà la première chose, je dirais que tu es luthier guitare, donc tu fabriques des guitares. Pourquoi des guitares? C'est-à-dire quand on remonte dans ta jeunesse, quel est le moment qui est un moment important qui a fait que tu as découvert cet instrument et tu t'es lancé peut-être dans la pratique de cet instrument. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça a démarré alors? Tout à fait. Bon, c'est vrai que les luthiers sont peut-être des guitaristes frustrés, ça c'est possible. Non, j'ai démarré la guitare assez jeune, hein. C'était vraiment, bon, je dirais à l'adolescence, 13-14 ans. Bon là, c'était des balbutiements, on va dire. Et puis un peu plus tard, au début, quand j'ai commencé à travailler, par contre, là, j'ai pris pas mal d'années de cours au CMCN à Nancy, donc le cercle musical créatif nancéen, maintenant le MAI. Et puis ça a été le choc lors d'une masterclass. C'est une anecdote que je raconte assez souvent avec Birelli Lagrène et Babi Krenart. Et là, c'est vrai que ça a été, en tout cas, l'amour de la guitare et l'amour du jazz en même temps. D'accord. Ah ouais, donc là, c'est des rencontres assez fortes avec deux grands maîtres, donc Birelli Lagrène et Babi Krenart. Donc à partir de là, en fait, tu avais une formation, enfin, tu suivais une formation de musicien. De musicien, donc au MAI. Donc ça, c'est ta formation de musicien. Et donc on voit aussi dans tes guitares une forte orientation vers le jazz manouche. Oui. Est-ce que c'est quelque chose aussi, la connaissance et l'amour du jazz, est-ce que c'est né de cette époque-là ou est-ce que c'est venu plus tard? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une sensibilité assez particulière qu'on a avec un monde musical, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est en tout cas encore tournée vers le jazz, ouais, c'est sûr. D'accord. Donc alors, ça sont tes premières années. Et puis professionnellement, qu'est-ce qui s'est passé alors entre ces années au MAI et puis aujourd'hui? Alors c'est ce qu'on aimerait comprendre parce qu'aujourd'hui tu es luthier. Et quelles ont été les différentes étapes dans ta vie pour arriver jusqu'à ce métier, cette profession? Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Non, c'est vrai que au départ, j'ai travaillé moi, dans le milieu industriel assez vite. Hein. Pendant 5 ans, j'étais régleur donc, sur des machines de production. Et puis après, j'ai poursuivi un petit peu. Je me suis retrouvé en bureau d'études pendant une bonne quinzaine d'années. J'ai fait des machines un petit peu partout en France et dans le monde même. Et puis voilà, quoi, est arrivée l'heure des bilans. Et puis je me suis dit qu'il fallait enfin réussir à mêler l'utile à l'agréable. Et puis voilà, quoi, la musique a fait que c'est la guitare d'un côté, le savoir-faire d'un autre, l'habitude de voir aussi dans l'espace, connaître bien la rigueur technique de la mécanique. Je me suis dit, allez, allons-y. Et c'est vers la lutherie que je me suis dirigé. Donc D'accord. Après, je suis parti en formation en fait pendant une année chez Claude Fouquet là-bas. Donc le fameux Claude Fouquet donc, qui t'a formé donc, pendant un an. Donc, tu as été son élève, son apprenti. Et donc au bout d'un an, alors que tu as décidé de plonger directement en tant que professionnel dans le métier. Donc là, on prend son courage à deux mains. On se dit, ouais, non, c'est effectivement ça. C'est vrai que, bon, en plus, arrivé à la quarantaine passée, je dirais, ça presse aussi un peu. Donc je voulais pas perdre de temps non plus.
Et puis, Claude m'y a encouragé aussi en me disant, mais vas-y, quoi. Et puis, du coup, je me suis quasiment installé dans la foulée, quoi, en fin de compte. Donc, tu es installé depuis, donc on peut dire 2010, quoi. Oui, mi-2010, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ton atelier, en 2010, tu t'es installé donc, près de Lyon, je crois, entre Lyon et Chambéry. Donc, entre Lyon et Chambéry, ouais, c'est ça, à peu près à mi-chemin entre les deux d'ailleurs, à Saint-Sorlin-de-Morestel exactement. D'accord, donc ça c'est un très beau nom, ça doit être très joli là-bas. Donc depuis 2010, tu es donc luthier professionnel, donc c'est d'ailleurs à ce titre qu'on reçoit l'ensemble des artisans luthiers professionnels au My Showcase. Donc ça nous explique mieux effectivement ton parcours, qui n'est pas un parcours de luthier depuis l'origine, mais qui est un parcours déjà bien rempli sur le plan professionnel. Donc, ayant mieux compris cet aspect, ce cheminement dans ta vie, on aimerait maintenant peut-être mieux comprendre et découvrir de manière un petit peu synthétique, on va dire, les instruments que tu nous as apportés. Alors, est-ce que tu peux nous faire une présentation un petit peu générale de chacun des instruments, puis après on rentrera un peu dans le détail de chacun des instruments. Oui. Donc là, il y a 6 instruments qui sont présents et qui peuvent donc être essayés, bien évidemment, au My Showcase. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de chacun d'entre eux ? Oui, donc on va partir sur la droite, là. Ici, on a le modèle Body on Soul, qui avait fait d'ailleurs l'objet d'un banc test dans Guitariste Acoustique. D'accord. Donc là, on se retrouve encore une fois autour de la guitare manouche. La forme extérieure, en tout cas, est la forme de la guitare manouche. Le fond et les éclisses donc, sont en érable ondé, la table en red cedar, touche ébène, on va dire au niveau des bois, un petit peu un classique du genre. Par contre, la grosse différence avec la guitare manouche, c'est qu'on est sur une caisse quand même moins profonde, à peu près 3 pouces 1/4. Et le barrage, surtout, est fondamentalement différent. Donc la table est barrée en X comme sur une guitare jazz archtop. D'accord. Et l'entrée de touche est décollée de la table pour que la table puisse vraiment s'exprimer sur toute la surface, quoi. D'accord. Et alors, il y a une amplification, bien évidemment, c'est ce que l'on voit. Alors, tu peux nous parler de l'amplification un petit peu ? Oui, alors l'amplification, là, j'ai uniquement un volume et tonalité, et je passe par le biais, en fait, d'un micro magnétique Bartolini, là, en fait. Ouais. Micro jazz, en fait, vraiment. D'accord. Donc ça, c'est le premier modèle. Est-ce que tu peux nous parler des autres modèles ? Alors, le modèle qui est à côté, c'est le modèle Dolcissima. D'accord. Donc, c'est la manouche nylon, qu'on va dire. Voilà. C'est une demande que j'ai eue, ça doit être en début d'année. Ouais, début d'année, il est né ce modèle-là, en fait. Donc, c'est un modèle réellement construit comme une guitare classique, au niveau du barrage de table en tout cas, avec quelques petites particularités quand même, avec une table un petit peu tendue pour avoir quelque chose d'assez nerveux, pour que ça soit une guitare qui puisse être jouée au doigt au médiator. Donc on est un peu à mi-chemin entre le manouche et la bossa, quoi. D'accord. Ah oui, donc ça c'est une spécificité, parce qu'effectivement, vu de loin, on a l'impression d'une guitare manouche, mais bon, d'abord elle est à cordes nylon. Oui. Et avec des spécificités dans la table et dans le barrage. D'accord. Donc ça, c'est le Dolcissima. Dolcissima, oui. D'accord, bravo. Donc c'est un très beau nom, elle est très très jolie. Et là, on a l'impression qu'il y a une sœur jumelle juste à côté. Voilà, exactement. Alors, probablement qu'il y a une différence entre les deux. On voit qu'il y a déjà des repères qui sont sur l'une et qui sont pas sur l'autre. Encore une fois, là, il y a probablement d'autres différences. Voilà, donc comme c'était des commandes, après... Bon, il y a eu des petites spécificités comme ça. Donc celle-ci, la différence, le manche sur celle-ci est en acajou. Et puis on aperçoit aussi l'aubier sur le fond et les éclisses qui sont en ziricote. Ouais. D'accord. Donc on voit un modèle au fond, là-bas, un modèle électroacoustique clair. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ce modèle électroacoustique cordes nylon, encore une fois, là c'est une forme que j'ai dessinée entièrement. La table est en épicéa, fond et éclisse Zebrano, la touche est en ébène, et effectivement, elle est électroacoustique aussi. Ouais. C'est pareil, là, ça a été une demande de musiciens aussi. Et vraiment, pour avoir une guitare assez facile à jouer, avec un manche plus étroit,
et pour aller plus vers la musique latino-américaine, encore une fois. D'accord, d'accord. Et alors un très beau modèle sur notre droite, hein, un modèle donc acoustique, qui n'a pas la forme traditionnelle là aussi des manouches Selmer. C'est un dessin personnel. Donc ça, c'est un modèle que j'ai baptisé Caravane. Alors comme je disais, c'est en hommage à Ellington et à sa petite taille, pour qu'elle soit un peu guitare de voyage comme ça. C'est vrai. Donc le diapason est assez court, elle est en 635. La particularité, c'est que les cordes donc, sont accrochées au cordier. Ouais, on voit effectivement. Mais elles repassent effectivement dans le chevalet pour remonter sur le sillet. C'est un montage qui avait été réalisé par Favino pour Brassens à l'époque. Donc, ils font des guitares avec un sustain très long et des guitares assez sonores comme ça, et assez faciles à jouer. Ouais. Donc, très très belle forme, très différente. Donc comme quoi, il n'y a pas que la forme manouche classique de type Selmer. Et alors enfin la dernière qui est à ta droite. Quel est donc ce modèle? Est-ce que tu peux nous la présenter peut-être plus en détail? Un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est un modèle moyenne bouche jazz manouche. Donc on retrouve la forme de la bouche qu'on a vue sur la guitare nylon à côté. Donc une bouche qui se situe entre la petite bouche et la grande bouche. D'accord. Voilà, la particularité donc des manouches, je les construis réellement comme les construisait Selmer à l'époque, donc toujours avec le pli de table derrière le chevalet, que l'on va apercevoir comme ça. Peut-être. Oui, on voit. Alors ça, c'est un point important donc sur la caméra. Je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est vrai qu'au niveau du chevalet, il y a un pli avec un angle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc cet angle-là était cher à Machiavelli à l'époque. Alors c'est assez rigolo parce qu'on retrouve bien l'esprit mandoline italienne avec ce pli-là. Alors la particularité du pli, c'est que ça permet de faire un renfort naturel, bien évidemment, sur la table, puisque la maladie des guitares jazz manouche, c'est le cordier qui a tendance à s'affaisser dans le temps. Le fait de plier la table, ça permet de créer un arc-boutement sur le fond de la guitare. Et du coup, on va pouvoir la barrer de manière un petit peu plus légère, tout en ayant la rigidité souhaitée sur l'instrument, quoi, en fait, pour avoir une belle durée de vie dans le temps, quoi, je dirais. Et puis aussi qu'elle puisse s'exprimer comme il faut, parce que c'est vrai que ce qui est toujours assez dommageable sur les guitares jazz manouche, c'est que souvent on a vraiment un gros volume sonore sur l'instrument, mais quelque chose d'assez direct et fulgurant, assez sec comme ça, et qui est souvent au détriment du sustain, quoi. Alors j'essaye de travailler sur cet axe-là aussi, et avoir un sustain assez long sur ces guitares-là. Ouais. D'accord, donc avoir l'effet mitraillette, mais avec un peu de sustain quand même. Voilà, c'est ça. Ok, alors est-ce que cette guitare, elle a plein d'autres très très beaux aspects? Est-ce que tu peux parler des éclisses, du fond? Les éclisses, là, les éclisses sont en ovancole. La filetterie extérieure, le plus gros filet est en pao ferro, avec un petit filet, un petit liseré de part et d'autre. Et le fond est en ovancole aussi. D'accord, très très joli. Ouais. Très joli. Les mécaniques là-dessus, est-ce qu'on a des mécaniques particulières? Qu'est-ce que tu montes en fait? Des mécaniques à capot assez traditionnelles. Celles-ci sont faites chez Schaller. En fait, c'est vraiment la mécanique typique de la guitare manouche. D'accord. Effectivement, on reconnaît. La mécanique à capot. Tout à fait. Alors ça, ces 6 guitares sont des guitares qui sont effectivement déjà très, soit issues de spécifications de commandes, hein, donc oui, avec souvent, des clients qui te demandent probablement des particularités ou des détails. Donc on voit déjà des guitares différentes, mais avec des personnalités quand même assez fortes. La question qu'on se pose, c'est finalement, qu'en est-il des possibilités de personnalisation chez Jérôme Marchand-Luthier? Autrement dit, on voit des guitares sur lesquelles on pourrait peut-être montrer des amplifications, où on parlait de repères de touches tout à l'heure, où on parlait d'alliances de bois, de tables, etc., de radius de manches. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu en détail sur les différentes personnalisations que tu peux faire
en parlant de manches, de tables, d'amplification. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez toi? Alors les personnalisations sont fortes, puisqu'en fait, le luthier pour moi, enfin ma vision personnelle des choses, c'est d'être assez en retrait, quoi. Je dirais c'est le luthier, c'est l'homme des coulisses, quoi, en fait. Donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup d'instruments comme ça qui sont nés suite à la demande de musiciens. C'est le cas du modèle Body and Soul, c'est le cas du modèle Dolcissima. Et après, c'est vrai que alors c'était déjà avant tout une recherche sonore, ou en tout cas aller vers quelque chose d'un point de vue sonore de la chose. Enfin, je sais pas si ça se dit. Si, on a bien compris. Et après, c'est vrai qu'ergonomiquement parlant, bon là, je dirais il n'y a aucune difficulté dans la mesure où mes manches sont taillées à la main. Donc là, pour le coup, on peut profiler les manches un peu à la demande. Je profile les manches à la demande. On m'a déjà demandé des choses avec des profils ronds en dessous, V au-dessus, des choses un petit peu D'accord, ah oui, bizarres, tu peux combiner vraiment. Ah oui, voilà. la symétrie. Non, ça c'est très intéressant. Les guitaristes peuvent être très sensibles à ça. À ce genre de petites choses. Et puis après, c'est vrai que je fais aussi tout ce qui est décor de nacre ou des choses comme ça. Là, c'est vrai que spontanément, je vais plutôt vers des choses assez sobres. Et puis, mais après, je dirais tout est discutable et je m'adapte en tout cas, quoi. D'accord. Donc un musicien qui vient avec l'envie de partir d'une des bases que tu proposes et avec quelques adaptations très personnelles, il n'y a pas de souci pour les réaliser. Ouais, d'accord. Tout à fait. Bon, c'est le cas du modèle Body and Soul, par exemple, là, que j'ai décliné avec des éclisses différentes, d'accord. avec des largeurs de manches différentes, d'accord. etc. D'accord. etc. Ouais. Alors, on voudrait avoir un petit peu plus de perspective sur ton travail, puisqu'aujourd'hui, on a de très beaux instruments présents au My Showcase. Le point, c'est de comprendre un petit peu quelles sont les perspectives que tu te fixes pour pouvoir faire évoluer cette gamme. On voit des modèles acoustiques, très jazz, plutôt manouche. Quid d'autres modèles, on va dire mythiques ou en tout cas incontournables dans le monde du jazz, parce que visiblement c'est quelque chose qui te passionne. Quid des archtops ou d'autres instruments? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que là actuellement, je dirais il y a un certain nombre de commandes à faire, donc du coup je suis pas mal occupé là sur les mois qui viennent, mais c'est vrai que le souhait c'est quand même d'aller aussi vers la guitare jazz archtop. Ça c'est quelque chose qui me travaille depuis un moment. D'accord. Donc ça viendra, c'est sûr. Alors à quel horizon? Courant 2015, j'espère. Bon, 2015, on va patienter. On va patienter un petit peu. Et puis aussi sur la guitare manouche, là j'ai encore un axe que je voudrais creuser avec un barrage fondamentalement différent. D'accord. Et là, bon, ça fera plus l'objet certainement d'un prototype avant pour voir donc, il y a de la recherche mes intuitions encore. sont justes. Il y a de la recherche encore à faire donc sur la manouche. D'après toi, il y a quelques adaptations, ou quelques recherches à faire. Non, mais ça ne s'arrête jamais. On est toujours en quête de quelque chose. On n'est jamais au bout. Bien sûr, mais c'est pour ça que les luthiers nous étonnent tous les jours. C'est qu'ils arrivent à réinventer les instruments, soit dans la forme, soit dans leur technicité. Et finalement faire avancer les choses. Alors, autre point qui ressort un peu de ta collection et puis de ta personnalité qui se dessine un petit peu quand même là au cours de ces premières minutes d'entretien, on a l'impression qu'il y a quand même une philosophie du luthier Jérôme Marchand. Il y a quelque chose de, je dis pas de différent, mais il y a quelque chose de très profond, très ancré, qui a l'air de conduire ton travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces directions, de ces valeurs, de la façon dont tu vois ce métier? Qu'est-ce qui fait que Jérôme Marchand aujourd'hui est un luthier manouche? Il y en a d'autres, hein, tu le sais. Il y a beaucoup de luthiers manouches en France, parce que c'est quand même un instrument qui est typiquement français et qui est aimé pour ça. Mais on sent qu'il y a une personnalité forte et des valeurs aussi fortes et une philosophie très arrêtée. Tu peux nous parler un petit peu de ça pour mieux comprendre ce que sera ton travail dans les mois à venir et dans les années à venir? Ouais, non, c'est vrai. Bon, j'ai toujours... moi, je conçois effectivement la fabrication comme de la mécanique acoustique, quoi, en fin de compte. D'accord. Et après, j'essaye toujours d'aller au plus simple, quoi, à savoir
Est-ce qu'on peut faire suffisamment fiable, répétable et solide dans le temps, au minimum de matière, quoi, quelque part. Et puis voilà, quoi. Et l'éthique, c'est ça, quoi. C'est essayer vraiment, pour moi, ce qui est simple fonctionne, quoi. Surtout ne pas essayer de compliquer les choses. Allez, tant qu'on peut en enlever, je dirais, et que la fonction est là, on en enlève. Et voilà, de dépouiller au maximum, quoi, D'accord, quelque part. Ouais. d'accord. Non, mais c'est intéressant, ce qui veut dire que tu restes quand même attaché il y a une certaine forme de classicisme dans ton travail, mais avec un travail, enfin une recherche plutôt sur les fondamentaux de l'instrument, sa structure, son barrage. Tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être prises tout différemment. à fait, ouais. Mais après, de toute façon, on s'appuie toujours sur les épaules des anciens, quoi, je dirais. Hein. C'est un peu comme disait Einstein, sans avoir la prétention de l'être, hein, bien sûr. Il disait, je suis déjà monté avant tout sur les épaules de Newton, quoi. Ouais. Et je crois que c'est ça. Donc, c'est effectivement comprendre d'où on vient, ce qui a été fait avant, pourquoi ça a été fait comme ça. Et après, arriver effectivement à mettre un peu sa patte là-dedans, mais toujours dans un esprit d'humilité et de simplicité, quoi, voilà, je dirais. Ouais. Bon, non, mais c'est... Comprendre, s'affranchir de tout ce qui est technique pour pouvoir juste être au plus près du contact avec la matière. Quoi. D'accord. Voilà, c'est ça, quoi, ouais. Bah écoute, on ressent déjà d'abord beaucoup de perfection dans le travail que nous a amené ici au My Showcase. Ça, c'est important. On voit beaucoup d'instruments avec beaucoup de personnalité, des subtilités, et puis on a aussi le sentiment d'avoir des instruments très purs, très essentiels, on va dire. Donc ça, je pense que ça correspond à la philosophie que tu viens d'exprimer. Alors, ceci étant dit, quand on est musicien, on rêve un petit peu devant des instruments, surtout quand on les voit comme ça, les uns à côté des autres, on aimerait tous les avoir. Pour choisir, ça ne va pas être simple. On a une question qu'on se pose quand même, parce que le My Showcase est là aussi pour donner envie aux guitaristes amateurs, professionnels, bien évidemment, aux collectionneurs et aux amateurs, très beaux objets aussi. Le My Showcase est là pour donner envie d'acheter aussi des instruments comme cela. Les luthiers sont là pour ça. Est-ce que tu peux nous dire très directement quelles sont les fourchettes de prix pour chacun des 6 instruments qu'on a sous les yeux? Oui. Alors sur les modèles Dolcissima, comme ces deux-là, donc, qui sont équipés électroacoustiques, je vais être à partir de 2600-2700 euros suivant les finitions. D'accord. Sur le modèle Body and Soul qui est derrière, ça gravite, je dirais plutôt autour de 3000. D'accord. Sur le modèle Caravane qui est ici, donc c'est à partir de 2300 euros à peu près. D'accord. Encore une fois, ça va dépendre des bois, des bien finitions, sûr. etc. Bien sûr. Le modèle Soda d'ici est à partir de 2006. Et puis, je suis dans la même gamme de prix en 2006 sur ce modèle-là, Jazz of Uncle. Ok. Et donc, je pense que tu fabriques bien évidemment pour des clients français et pour des clients aussi internationaux. Donc, on parle de prix, là, c'est départ atelier. Donc, tu sais livrer aussi un petit peu partout dans le monde. Oui. D'accord, donc ça, c'est un point important. Et puis donc livrer, on parle de prix avec les flycases aussi, là? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, okay. tout à fait. Donc la guitare est prête à emporter de l'atelier, est prête à jouer, régler, etc. Exactement. Bon, ben ça, c'est super. Ok.